On est à la veille de la célébration de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui sera célébrée demain. Et on ouvre une nouvelle année des droits de l'homme. Et au début de mon discours, je me suis permis de faire une référence donc, à l'intellectuel écrivain haïtien Alexis, qui en 1957 a écrit ce fameux texte que beaucoup d'Haïtiens connaissent sur la belle amour humaine. Et donc on faisait référence à ce texte, pourquoi? Parce que c'est un texte qui fait l'éloge de la dignité humaine. Or, force est de constater que cette année, la dignité humaine, pour beaucoup d'Haïtiens, a été bafouée. On n'est pas sans savoir, je suis journaliste, le niveau de violence dans certaines zones de la métropole de Port-au-Prince, mais également dans certaines régions du pays. De graves crimes ont été commis tout au long de l'année et les droits de l'homme sont un levier pour les Haïtiens et les Haïtiennes de rappeler, les responsabilités des autorités face à cette violation, mais aussi de rappeler aux acteurs et aux promoteurs de cette violence que les crimes qu'ils ont commis ne resteront pas impunis. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message, c'est de dire, face à cette situation, quel type de réponse? Et aujourd'hui, en fait, on ouvre un autre type de réponse avec de nombreux intervenants des différents départements ministériels haïtiens sur les causes profondes de cette violence. Et on trouve souvent cette cause profonde dans le non-respect des droits économiques, sociaux et culturels. Les défis de l'accès à l'eau pour la population haïtienne dans son ensemble, les défis face à l'alimentation. Quand on nous annonce que 4,5 millions de la population haïtienne font face à une situation de acute anger, moi la question que je me pose, c'est comment on est arrivé là. Et quelles sont les réponses, non pas immédiates, mais à moyen et long terme, pour éviter que ça se reproduise. Donc toutes les réflexions qui auront lieu aujourd'hui avec les prestations artistiques également, c'est justement de réfléchir, de permettre de réfléchir à ces questions pour éviter qu'on soit toujours dans l'urgence. Et de permettre aux Haïtiens et aux autorités, aux acteurs haïtiens de sortir et de discuter de ces questions sur le moyen et le long terme. Selon vous, M. Royer, si je comprends bien, c'est la situation précaire de la population haïtienne qui provoque, la violation des droits humains en Haïti. C'est à la fois une cause et une conséquence. Vous avez les causes immédiates, ce qu'on voit. Effectivement, les gros problèmes qu'on appelle des violations des droits civils et politiques, les atteintes à l'intégrité physique, les viols collectifs commis par les gangs, les personnes qui sont tuées et kidnappées, les personnes qui fuient la violence, qui fuient la destruction. Voilà, ça c'est une conséquence d'un phénomène qui est beaucoup plus profond et qu'on retrouve notamment dans les droits économiques, sociaux et culturels. Et j'ai vu effectivement les sanctions imposées sur des personnes clairement identifiées par le gouvernement canadien et américain. Il faut savoir aussi que le Conseil de sécurité a établi un mécanisme de sanctions et d'embargo ciblé sur Haïti il y a quelques mois. Il fait partie effectivement d'une approche pour aider les autorités à pouvoir résoudre justement cette violence. Pas sans savoir que les gangs, quand ils opèrent, ils peuvent être effectivement appuyés par des acteurs extérieurs. Le Canada, les États-Unis ont pris cette position. On espère que justement que ce genre de sanctions va permettre de faire baisser cette violence. Parce que c'est l'objectif. Il faut que cette violence cesse. La population haïtienne, les enfants qui sont avec nous, les jeunes, nous-mêmes, on ne peut plus accepter cette violence. Quand vous avez cette violence qui touche tout le monde, qui peut toucher tout le monde tous les jours, que vous soyez dans la zone métropolitaine et maintenant dans des zones comme l'Artibonite, sans savoir les bus qui ont été attaqués il y a encore quelques jours, c'est devenu insupportable. Et donc la population appelle, on est souvent en contact donc, avec les victimes de ces abus, cela doit cesser. Alors on travaille avec plusieurs acteurs. On appuie, par exemple, pour agir sur ces agents, vous avez le système judiciaire ici. Avec nous aujourd'hui, on a quand même les représentants de la magistrature haïtienne à tous les niveaux qui ont un rôle important à jouer dans cette lutte contre l'impunité sur les violences armées commises par les gangs. Ça c'est un. Mais après, effectivement, au niveau communautaire, il y a un autre type de réponse qui peut être donnée. Vous aviez
En présent avec nous une jeune élève du lycée de la Saline qui a fait un discours. Je ne sais pas si vous avez l'opportunité de l'écouter. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que tout le monde dans les quartiers n'adhère pas à cette violence. Qu'il y a tout un groupe, beaucoup de personnes qui veulent justement s'émanciper de cette violence et trouver d'autres moyens d'action. Le moyen d'action, ça peut être du social, ça peut être de l'engagement, ça peut être aussi du travail. C'est-à-dire que ça, c'est un autre type de réponse et c'est ce qu'on essaie, peut être de l'accès à l'eau. Vous savez, vous n'êtes pas sans savoir aussi dans ces quartiers. L'accès à l'eau est extrêmement compliqué, voire il n'y en a pas. L'accès à l'eau potable. Donc, ce type de réponse peut aussi être au niveau communautaire un moyen pour les populations de pouvoir vivre et se désolidariser ou de ne pas être sous le contrôle des chefs de gang. Notre présence, c'est pour faire un plaidoyer aujourd'hui à chacun de nous ici présents parce qu'on est tous responsables de la situation actuelle et nous pouvons chacun de nous faire quelque chose pour le respect des droits des femmes et des filles ici en Haïti. Le constat est que c'est une situation qui est volatile. On a enregistré autour de 7000 cas de violence basés sur le genre au mois d'octobre et seulement 1400 femmes qui ont eu accès à des services de santé, de reproduction, de services de prise en charge. Et cela est dû au fait que de l'inaccessibilité des populations aux services. Donc aujourd'hui, la situation s'est améliorée, mais néanmoins, il y a beaucoup de femmes qui vivent ces violences-là toujours dans leur chair et qui se replient en elles-mêmes. Parce que deux fois, même si elles ont accès aux services médicaux, ils n'ont pas accès à la justice. Ce que UNFPA fait, c'est que nous avons en collaboration avec la communauté, des officiers communautaires, c'est-à-dire c'est des gens qui sont au niveau communautaire, qui font des sensibilisations au niveau communautaire pour expliquer c'est quoi les violences basées sur le genre. Ce sont des gens aussi, s'il y a un cas, ils vont faire l'appui psychosocial et c'est des gens qui font les référencements vers les structures de santé. Au niveau des structures de santé, nous avons renforcé les capacités des agents de santé pour la prise en charge de qualité par rapport aux violences basées sur le genre. Parce que pour ces femmes victimes, il faut un accueil, il faut un counseling pour les permettre d'être en sécurité. Nous avons mis aussi au niveau des structures de prise en charge des kits pour permettre, quand les femmes arrivent, que la prise en charge de ces cas soit gratuite. Nous finançons aussi les transports des femmes, surtout les femmes enceintes, pour aller vers les structures de prise en charge et nous finançons aussi les frais qui sont liés à la prise en charge. Nous avons créé des espaces sûrs pour permettre aux femmes et aux jeunes filles d'avoir des espaces appropriés pour les permettre de discuter entre elles, d'avoir un espace de sécurité. Parce que de fois, quand vous avez la violence qui est au niveau de la famille, même si on vous fait la prise en charge médicale, vous avez besoin d'un espace plus sécurisant pour vous épanouir. Donc nous avons cet espace que nous avons créé et nous sommes dans la dynamique en concertation avec la communauté de créer d'autres espaces qui sont dédiés à la communauté et qui sont animés par eux. Il y a des zones comme ici à Port-au-Prince qui nécessitent des mesures d'urgence, mais notre objectif c'est qu'il n'y ait pas de violence. Donc ça veut dire que nos interventions vont s'étendre dans tout le pays. Mais compte tenu de la situation particulière ici à Port-au-Prince, nous avons plus redoublé les efforts. Sinon, la prise en charge pour nous doit se faire dans toutes les structures de santé que nous appuyons dans l'ensemble du pays.